Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Gouyonaka, la chaîne d'info locale d'Alençon et de sa région. Aujourd'hui, je me trouve dans la grande périphérie d'Alençon, puisque nous sommes partis dans le Calvados, dans une petite commune qui s'appelle Donné, en Suisse normande. Très beau paysage. Et je me retrouve avec Tata Paulette, puisque Tata Paulette, c'est ma tante, et aujourd'hui, elle a 95 ans. Bon anniversaire, Tata. Merci François. Et je souhaitais la rencontrer pour deux choses. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, donc ça tombe bien. Et à 95 ans, je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous dire, puisqu'elle est née quand même en 1929. Donc, quand la guerre a déclaré, elle avait une dizaine d'années. Et je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Alors, on va commencer, Tata, par la première question. T'es né en 1929, la guerre a déclaré en 1939. Est-ce que tu te souviens de l'époque, comment c'était un petit peu avant-guerre? Parce que donc tu habitais au Tremblay dans une bourgade de Flers. Et est-ce que tu te souviens de cette époque-là? Où j'habitais avec mes parents? Oui, au Tremblay. Au Tremblay. Oui. Est-ce que tu te souviens de cette époque-là, avant-guerre, comment c'était? Est-ce que c'était, vous aviez senti l'arrivée de la guerre? Papa disait toujours, il écoutait un poste après qui était, tiens, à l'heure actuelle, l'horloge. Françoise, s'il te plaît, je voudrais faire voir à François l'horloge de la... François ira le voir, c'est de l'autre côté, donc je pense pas que François... C'est le bas de la, tu sais, d'une grande horloge, une grande horloge, à l'intérieur. Il y avait une radio à l'intérieur. Voilà, et donc, il écoutait ça comme ça, il était assis à côté, et la radio était là, et il suivait ça au jour le jour, et il disait que ça allait finir par faire la guerre. Qu'est-ce qu'il faisait à Paris, ton père, comme métier? Il était marchand de batterie de cuisine et étamage de tout ce qui était casserole de... Enfin, oui... Des batteries, ce qu'on appelait des batteries de cuisine, oui, qui étaient beaucoup en cuivre. Voilà. Et l'intérieur était en étain et il fallait que... Ça soit étamé. Voilà. Et lui, il avait une petite voiture avec, je crois bien, il me semble qu'il avait une remorque, et il mettait tout ce que ils avaient un grand sac, c'est-à-dire ça faisait une certaine grandeur, et il ramassait, il prenait les quatre coins où était tout, où avait été, où le chef de cuisine avait donné toute cette batterie de cuisine-là à étamer à papa, et on nouait les deux bouts de cette toile, et papa il descendait ça sur son dos pour pouvoir après travailler dessus pour les étamer. Oui, qui était au sous-sol, l'étamage. Les gars qui étamaient ça, ils étaient au sous-sol, et au rez-de-chaussée, il avait la vente de tout le matériel de cuisine, et là, c'était maman qui tenait le magasin. C'était incroyable, parce qu'à l'époque, les batteries de cuisine c'était beaucoup en cuivre, mais le cuivre, ça s'entretenait. Voilà. Alors, tu me disais tout à l'heure qu'il est revenu après de Paris, quand il a senti que la guerre allait se déclarer. Oui. Vous êtes rentré, donc vous êtes revenu au Tremblay. Voilà. Oui, il a dit, il faut, premièrement, sa santé, il fallait qu'il essaye de s'économiser, lui. Oui. C'était un travail trop dur, et il a mis en vente, et on l'a vendu à un employé de la maison. D'accord. Mais l'employé de la maison, attends, il faut que je t'explique bien, l'employé de la maison, il ramenait presque pas dans ses tournées, il ramassait presque pas. Papa,
il disait au chef de cuisine, tiens, tu vois ta bassine là, et tiens, cette série-là, mon vieux, il faut la rétamer. Papa, il rapportait plein de choses pour que son commerce marche en même temps. Bien sûr. Alors que la personne d'après, à qui il avait cédé son magasin, eh bien la personne là, c'était tout le contraire. Et moins qu'elle en apportait, et papa voyait bien que le magasin allait tomber à zéro, et c'est là qu'ils sont repartis. Revenus au Tremblay, voilà, à côté de Flers. Donc après les années passées, la guerre donc c'est terminé. Oui. Et après guerre donc t'as fait l'école, t'as été jusqu'en fin de troisième. Voilà. Et là tu es rentré dans une librairie sur Flers. Classique, hein. Une grande librairie qui fournissait tous les instituteurs à peu près de l'Orne, du Calvados et de la Manche. C'était donc une grande librairie. Ah oui, tout à fait important. Et donc ça a duré combien de temps? 6-7 ans, tu me disais? Oui. 6-7 ans? Oui, 7 ans, je crois. 6-7 ans, hein, je suis pas... Et après, donc tu as rencontré, donc tu avais à peu près 23 ans à cette époque-là, et oui. C'est là que tu as rencontré ton futur mari. Voilà, et on a d'ailleurs été 3 ans fiancés avant de trouver une petite exploitation de 9 hectares, 9-10 hectares. D'accord. Pour pouvoir travailler normalement. Voilà. Donc vous aviez 5-6 vaches, vous faisiez un petit peu de culture ou c'était essentiellement des vaches? Oui, c'était des vaches. Essentiellement. Oui. Et nous faisions notre beurre, c'est le cas de dire, la crème d'abord, on écrémait tout le lait de produit sur la ferme et on le transformait en beurre, ce lait, oui. Et je vendais ça tous les mercredis matins, on partait au marché de Flers, où je vendais sous le marché une trentaine de livres de beurre. À cette époque-là, les paysans vivaient un peu de leur métier. Aujourd'hui, ça serait plus possible. Alors après de la petite ferme, vous êtes passé à une ferme plus importante. Oui. Donc là, vous avez doublé un petit peu la... Vous êtes passé à combien de vaches après de 5-6 vaches? Vous êtes passé quoi, une vingtaine de vaches? Une vingtaine de vaches. Une vingtaine de vaches. Et on trayait encore. Au début, on trayait à la main, tous les deux, Pierre et moi. Ouais, c'était quand même un travail fastidieux. Alors tu disais tout à l'heure que vous avez connu l'arrivée de l'eau courante. Oui. Donc tu allais chercher de l'eau quand tu étais jeune avec un carcan et avec deux bidons. Voilà. Oui. Parce que vous n'aviez pas l'eau courante chez vous? Non. Et par contre, vous aviez l'électricité, vous avez eu l'électricité dans la banlieue de Flers assez rapidement. Oui, parce que papa avait vu quelques années plus vite, au moment qu'il plaçait des lignes pour apporter le courant, l'électricité, eh bien, il avait vu que ça ne pouvait pas durer comme ça. Il fallait bien arriver à avoir quelque chose de plus important pour s'en sortir. Sinon... Ben oui, c'était régressé, et puis voilà. Donc il fallait évoluer. Voilà. Donc après la deuxième ferme, vous avez quitté la deuxième ferme pour en avoir une troisième, toujours en location, parce que vous pouviez pas acheter. Oui. Et tout l'argent que vous aviez récolté, vous avez acheté en gros du matériel, parce que les tracteurs, ça coûtait la moissonneuse-batteuse. Et là, vous êtes passé à une ferme qui avait combien d'hectares, là, plus grosse, la dernière ferme que vous avez eue? 80, 100 hectares, combien c'était à peu près? Oui, c'était 103 hectares. 103 hectares. Oui. Et là, une centaine de vaches à peu près? Oui, on a eu jusqu'à... Mais après, on était redescendu
à une 70-75. Oui, parce qu'à un moment donné, vous avez aussi eu des taurillons. Voilà, et À la fin. puis alors, il y avait un passage tellement énorme que pour mettre les bestiaux d'auprès de la ferme, de la maison de la ferme, et ben pour aller dans ces champs-là, il y avait trop de mâles. Ouais, et donc vous avez quitté un petit peu régressé au niveau des vaches pour avoir peut-être plus de taurillons, Oui. qui étaient peut-être plus faciles d'entretien. Non, enfin, je dis ça, je connais pas le métier, mais Oui. Ben si, du moment qu'il n'y avait pas la traite, bah oui, ça c'était faisait un énorme changement. bien sûr. Parce que c'était la traite qui donnait beaucoup de travail. Ben voilà, parce que la traite c'était deux fois par jour. Et oui, tous les matins, et 365 jours sur 365. Et qui c'est qui faisait la traite? Ça a toujours été moi, avec Pierre, quand on avait eu davantage de vaches. Il trayait bien, Pierre, je me rappelle. Il allait à une vitesse, il trayait plus vite que moi. Il avait plus de force, enfin, Ouais. ça tombait mieux dans les bidons. Alors après, vous avez et puis après, ben, vous avez fini, arrivé à la retraite, vous avez fini par tout vendre et puis venir donc à donner tout simplement ben, couler des jours heureux jusqu'à temps que malheureusement Pierre nous quitte. Voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire de la vie d'autrefois et de la vie d'aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui le confort, un jeune aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il serait capable de vivre ta vie que tu as vécue en étant avec le modernisme d'aujourd'hui, les téléphones portables, l'eau courante, l'eau chaude, parce que toi tu n'as pas connu l'eau chaude qu'après plus tard. L'eau froide, fallait déjà aller la chercher avec des carcans. Donc c'est quand même aujourd'hui, quand tu dis aller chercher, faire des centaines de mètres pour aller chercher l'eau, il y a quand même, je pense, beaucoup moins de mal aujourd'hui maintenant ouais. qu'il n'y avait dans le temps. Mais par contre, il y avait plus de mal, si on veut, mais on était plus sûr au point de vue rendement ou au point de vue de bestiaux. Il y avait plus une rentabilité, vous saviez où vous alliez. Oui. Ouais, vous saviez où vous alliez. Oui, davantage. Qu'aujourd'hui, une petite ferme que vous aviez à l'époque, même si elle a grandi un peu, aujourd'hui, ça serait pas vivable. Ah ben non, je ne pense pas. Non. Parce que le matériel est trop cher. Ouais, le matériel a évolué. Moi, plusieurs fois, c'était mon beau-frère, donc, qui était le vendeur du matériel, et je lui disais en souriant que, eh ben, il avait bien de la chance, parce que nous, dans le temps, c'était pas comme ça. Ouais, à l'époque, bah oui, enfin, le matériel avait évolué quand même. Ben oui, mais il engloutissait, je trouvais, tout l'argent qu'on pouvait ressortir de la ferme. Oui, mais il fallait bien investir. Parce que il fallait la ferme, il fallait la faire tourner, et un tracteur, quand il fallait le changer, il fallait bien en acheter un nouveau, et ça valait l'argent que ça valait. Eh ben voilà. Alors les tracteurs, c'était des tracteurs John Deere, on peut en faire une pub aux établissements. Voilà. Le Body, Jacques Le Body, qui se trouve être ton beau-frère. Mon beau-frère. L'établissement Jacques Le Body, à Lons-les-l'Abbaye, pour ceux qui connaissent. Voilà. Ainsi que la biscuiterie, les bons gâteaux de Lons-les-l'Abbaye. Voilà. Une petite pub en passant. Oui, c'est vrai. Quelque chose d'autre à ajouter? Aujourd'hui, le jour de tes 95 ans, qu'est-ce que tu as ajouté? Que j'ai jamais été, même si c'était dur comme métier, je n'ai jamais regretté parce que c'était ce métier-là. J'ai été heureuse cultivatrice. Ouais. Hein? Et pourtant, c'était dur. Et pourtant, c'était dur. 365 jours sur 365 Mais jours, je il ne fallait sais traire pas. les vaches. Voilà, mais par contre, j'avais, c'est vrai, des parents et des grands-parents qui étaient tous issus de petites fermes. Oui.
Et vous en viviez et vous étiez heureux. Voilà, oui. On voyait mieux, l'avenir était plus... Serein. Oui, plus serein, plus facile, je pense. Ouais, qu'aujourd'hui... Maintenant, ouais. parce que c'est des sommes tellement considérables. Ben bien sûr, le matériel, aujourd'hui, c'est voilà. Donc il faut avoir aujourd'hui des centaines d'hectares pour pouvoir arriver à vivre de son métier. Et on connaît bien la misère des agriculteurs d'aujourd'hui qui ne vivent pas de leur métier. Oui. Eh bien écoute Tata, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Et puis écoute, je te dis peut-être à une prochaine fois pour tes 100 ans. On pourra faire une autre vidéo pour tes 100 ans. Je ne pense pas. Je ne serai plus là sur... Mais si. De toute façon, comme je te disais tout à l'heure, c'était un métier que j'aimais. Et je crois que quand on aime son métier, on est capable d'affronter voilà, hein, des jours difficiles, on peut les affronter, alors que celui qui n'est pas heureux, c'est celui qui est obligé de travailler et de ne pas aimer ce qu'il fait. Ben voilà. Et là, il n'est plus heureux. Alors que moi, je peux dire que même dans la difficulté, j'étais toujours heureuse d'être cultivatrice. Et une fois, maman, elle disait à papa, en repartant de la ferme, elle disait, quand je vois notre fille, comme ça, fichue comme elle est, avec, tu sais, les bottes de caoutchouc, les gros vêtements, pour essayer de ne pas être trop mouillé, on mettait une couche. Un sac là. Oui, parce que quand il pleuvait et puis tout ça, il fallait bien aller travailler dehors. Oui. Maman n'en revenait pas, elle disait quand je vois notre fille comme ça quand même, qui était libraire, en ville, bien, et puis la voir dans la misère qu'elle a au point de vue boulot tout de suite, oui. Mais tu aimais ton métier. Voilà. Et c'était ça, je crois, la grosse chose pour être heureux sur Terre, c'est déjà aimer ce qu'on fait. Chers amis, vous avez bien entendu ce qu'elle a dit, le mot de la fin. C'est 3 filles. C'est important. Donc vous avez eu aussi 3 enfants, 3 filles, qui sont toujours là aujourd'hui et qui t'accompagnent tous les jours parce que tu ne peux pas rester seul. Et donc tu es bien accompagné. Je sais pas. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que Françoise a donc été toujours... Françoise, Cathy, Brigitte, toutes les 3. Oui, 3 filles, donc, qui ont toujours été là pour t'aider, et qui sont toujours là aujourd'hui. Voilà, et que j'aime de tout mon cœur. Eh bien écoutez, chers amis, c'est le mot de la fin. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez envie d'être interviewé, vous n'hésitez pas, vous savez où me contacter. Tata, je te fais un gros bisou, je te dis à très bientôt. Peut-être pour une autre prochaine vidéo pour tes 100 ans. Allez, à bientôt les amis. Au revoir. Merci François de tous tes bons souhaits. Merci, au revoir.